Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 156, 156 déjà. 156 au cinéma, il n'y a pas que du vice. C'est de nouveau une suggestion en duo et je suis très heureux d'accueillir notre ami, administrateur une personnalité euh, plus que très estimable, Dominique Young. Bonjour Dominique, j'espère que tu vas bien. Alors, le film dont on va parler aujourd'hui, c'est un film de Clint Eastwood qui s'appelle Les Pleins Pouvoirs. Ce qui est intéressant à noter, c'est que Clint Eastwood est le personnage principal du film. Il est devant la caméra, mais il est aussi derrière la caméra à double titre, d'une part en tant que réalisateur et d'autre part en tant que producteur du film. Très rapidement, si tu permets Dominique, je vais donner non pas le pitch, mais un petit résumé du cadre de l'intrigue, sans vous dévoiler la fin. Euh, un cambrioleur, gentleman pourrait-on dire, à la mode de Washington, eh bien, cambriole une demeure cossue et de façon impromptue, la propriétaire de l'appartement débarque avec une personne. Il se réfugie, le cambrioleur, dans une chambre forte avec un miroir sans teint et il se rend compte qu'il y a une scène de viol et qui dégénère en bagarre et la femme propriétaire du lieu qui se fait violer, eh bien, elle est sur le point de faire vraiment du mal au vilain monsieur, et je le dis sérieusement, lorsqu'elle se fait abattre par deux gorilles armés qui rentrent, et on se rendra compte que c'est le président des États-Unis. Alors c'est intéressant de voir qu'en 1997, eh bien déjà, comme aujourd'hui en 2021, eh bien, mais d'une façon différente évidemment, euh, l'hypothèse était évoquée dans le cinéma, et notamment par Clint Eastwood, qu'il pouvait y avoir des présidents voyous qui étaient vraiment des véritables monstres. Et à partir de là, il y a un film qui est fondé sur un suspense assez haletant et qui est d'un grand intérêt. Dominique, tu as la parole. Oui, j'ai trouvé effectivement que c'est un film très bien organisé en termes de scénario, avec des personnalités fortes dans les premiers rôles. Clint Eastwood, évidemment, qui est dans le rôle du cambrioleur. Gene Hackman dans le rôle du président des États-Unis. Et puis d'autres, on ne va pas tous les citer, qui tiennent très bien leur parti, qu'il s'agisse de la conseillère de la Maison-Blanche, des gardes du corps de la protection rapprochée du président, et puis aussi du côté du FBI, euh, l'agent qui essaie de faire la lumière sur le meurtre de cette dame qui est l'épouse d'un des grands financeurs de la campagne du président. Et on verra dans le scénario que les deux sont étroitement liés entre le rôle du financeur et le rôle du président. Moi, ce que j'ai bien aimé dans ce film, outre le scénario, on peut le prendre au premier degré, ça tient très bien. En même temps, c'est un film avec pas mal de clins d'œil. Le premier, peut-être pour nous, à l'oreille, c'est le nom du cambrioleur. Il s'appelle Whitney. Et Whitney, c'est Witness, hein, c'est le témoin. Le témoin. Bon, alors, l'un des intérêts de ce film, c'est qu'on peut le lire de deux façons, avec d'une part un thriller avec un cambrioleur virtuose qui n'est pas sans rappeler pour les francophones Arsène Lupin, hein, ce gentleman cambrioleur. Et puis il y a aussi derrière, il y a un film politique, et c'est peut-être ça, je pense, qui fait la force de ce film, parce que le cambrioleur est confronté au dilemme suivant. Soit il se contente d'essayer d'écouler son butin, et il ne s'occupe pas du tout du meurtre, ou alors il laisse tomber le butin et éventuellement toute la fortune qu'il pouvait faire avec,
et il devient un acteur politique pour obtenir la vérité du meurtre de cette dame. Et c'est d'autant plus intéressant que là on a une réflexion morale sur ce cambrioleur qui refuse l'hypocrisie de la politique et qui fait en sorte que le président ne puisse pas s'en sortir. On ne va pas raconter les différentes étapes de ce scénario, mais tout est fondé là-dessus, et je trouve, moi, très, très brillamment et de façon en plus tout à fait intéressante en termes simplement de spectateur de base. Alors, merci, tu as parfaitement raison. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il y a le meurtre de cette femme, opéré par les gardes du corps du président, joué de façon remarquable, enfin un ignoble magnifique, si vous voulez, interprété par Gene Hackman, eh bien, ils font évidemment un nettoyage de toutes les traces du crime. Ouais. Avec l'idée de montrer que c'est à l'occasion d'un cambriolage peut-être ou d'une tentative de cambriolage qu'elle aurait été tuée. Voilà. Qui a mal tourné. Et, mais il faut une erreur, c'est qu'ils oublient l'arme du crime. Ils oublient le couteau avec lequel la femme qui se défendait avait blessé le président des États-Unis. Pas l'arme du crime, mais l'arme de défense, plus exactement, avec toutes les traces de sang et d'ADN, évidemment, qui sont dessus. Et le cambrioleur, il part et il arrive à s'enfuir avec ce couteau qu'il a récupéré. Dans un premier temps, comme c'est un professionnel du business du cambriolage, eh bien lui, il pense que c'est mieux de ne pas se mêler, c'est pas son problème. Et il est sur le point de partir à l'aéroport et soudain il voit à la télévision, dans la salle d'attente, si vous voulez, avant l'embarquement, à la télé, une conférence de presse où le président de la République des États-Unis verse des larmes de crocodile avec à ses côtés le mari de la femme qui est, comme disait Dominique, son financeur. Et c'est là qu'il y a une bifurcation, c'est le grain de sable qui fait réorienter donc le poids des informations en continu de la télévision, et il pense que là c'est quand même trop. Chacun a son business, d'accord, mais quand dans un côté un président voyou en fait vraiment trop, eh bien il y a quand même la conscience de l'individu libre américain tel que conçu par la vision du monde de Clint Eastwood. Eh bien là, c'en est trop et il se transforme en justicier. Oui, et ça explique le titre du film, Plein pouvoir, qui est non seulement les pleins pouvoirs du président qui croit qu'il peut tout faire, y compris violer une femme, et puis l'autre interprétation, c'est les pleins pouvoirs d'un homme qui est confronté à sa conscience et qui, à un moment donné, décide de s'impliquer pour faire en sorte que cette grande injustice au sommet de l'État soit punie comme elle le mérite. Oui. Donc il y a la conscience et la légitimité, et d'autre part, il y a le monde des apparences et de la légalité, parce qu'évidemment, le vilain président des États-Unis, il incarne le mensonge des apparences qui sont recouverts du vernis superficiel de la légalité. Alors commence à ce moment-là une course à l'homme, parce qu'évidemment, les services secrets sécurité rapprochée du président, eh bien, se mettent à pourchasser cet homme. Et lui, il tient tête, il envoie des messages à tous les conseillers qui veulent couvrir ce meurtre en accident ou en cambriolage. En fait divers banal, et lui, il va en faire une vraie affaire politique. Et ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est la façon dont Clint Eastwood termine le film, où on a à la fois une sorte de cynisme bis, puisque le vieux monsieur, qui est donc le mari de la dame qui a été assassinée, se venge du président, qui est celui qui a créé la mort de sa femme. Lui, et en même temps, il est lui-même d'un cynisme absolu, puisqu'il fait une deuxième conférence de presse où il s'abrite derrière la langue de bois
pour faire croire à une version qui n'est pas la réalité. On ne Oui, va que pas dévoiler ce qui se oui, passe, voilà. mais je pense que le spectateur qui verra ce film, il faut qu'il soit très attentif à la fin, à cette conférence de presse finale, où le vieux monsieur, qui est un financeur du parti politique du président, est tout aussi roublard finalement que le président qui a essayé de violer sa femme. Donc pour ceux qui regardent le cinéma hollywoodien et qui connaissent ce film qui date de, je le répète, de 1997, eh bien, ils ont été préparés non pas au déroulement de ce qui s'est passé là, ce début d'année, mais à la possibilité qu'il y ait un bad guy, un voyou, qui occupe les fonctions de président des États-Unis. Et il y a toute une série de petits indices qui sont très intéressants. Par exemple, à un moment donné, il y a une scène de rencontre dans l'hôtel Watergate à Washington. Donc vous voyez qu'il y a toute une série de suggestions subtiles, subliminaires même, on pourrait dire. Je ne sais pas, c'est même parfois un peu Oui. assez appuyé. Bon, mais en enfin, même temps, qui sont- ça marche bien, quoi, ça Voilà. fonctionne bien. Mais c'est très intéressant de voir ce travail sur la raison d'État. Hein. Je pense que la trame du film, c'est à un moment donné la raison d'État commande la disparition du cambrioleur qui a été le témoin, et un individu qui est pourchassé de toutes parts arrive en tant qu'individu quand même à résister à cette raison d'État pour faire triompher, non pas la raison d'État, mais la véracité des faits. Et c'est le grain de sable en quelque Voilà, sorte. c'est ça, Alors- ça déraille. Et à un moment donné, il reprend la main Ouais. sur le scénario du pot de terre contre le pot de fer, où normalement c'est le pot de terre qui s'écrase. Et là, évidemment, on est au cinéma, on Il peut le survit. dire, il survit et il y a une fin très happy end. Alors il faut voir ce film parce que il y a notamment une scène qui est absolument géniale où un mécanisme de piège est tendu à ce gentleman cambrioleur à l'américaine, à la Clint Eastwood, et dans cette scène, eh bien, il y a l'affrontement des bons flics, en quelque sorte, qui sont là pour essayer de récupérer ce gentleman pour qu'il dise sa vérité, puisqu'il a été présent, il le suppose. Et il y a les bad guys qui, eux, veulent éliminer, évidemment, le dernier témoin ou le seul témoin qui incrimine la responsabilité du président voyou. Et derrière ça, je crois qu'il y a une constante, enfin il y a le rappel par Clint Eastwood de sa vision du monde. Quand il jouait les rôles de l'inspecteur Harry, eh bien c'était, alors tout le monde l'avait accusé d'être fasciste, et évidemment ce que fait cet inspecteur Harry, c'est pas très recommandable. C'est-à-dire que pour coincer les coupables dont on sait qu'ils sont coupables, eh bien il est prêt à tordre les principes les règles formelles, si vous voulez, d'exercice de la justice et auxquelles sont également tenus de se conformer les policiers. Il incarne là, dans ce film, eh bien, la revendication de la liberté individuelle, de la libre conscience individuelle pour, quand la situation se présente, qu'un individu adopte ou applique sa pleine responsabilité pour ne pas contribuer au triomphe du mal et pour la liberté. C'est un peu aussi le thème de Robin des Bois ou d'Arsène Lupin qui est ne laissons pas les puissants et les riches faire la loi systématiquement à leur profit. Et c'est un anarchiste de droite, on pourrait dire, mais ce côté anarchiste est quand même salutaire et très sympathique, donc c'est vraiment un film qui est formidable. Et avant de laisser le soin à mon ami Dominique de conclure, eh bien, je voulais te remercier, notamment pour les analyses très fines et lucides que tu as bien voulu nous proposer. Et je te donne le mot de la fin. Le mot de la fin simple, c'est Clint Eastwood. C'est très admirable, je trouve, ce qu'il fait, d'être à la fois le réalisateur du film et l'acteur principal. Je pense que
dans la corporation des réalisateurs, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire les deux avec autant de brio et d'élégance. L'incarnation du devant et du derrière combinés Voilà. en une face unique. Une face unique, pour que les choses soient claires. Merci beaucoup, cher Dominique. À très bientôt. Au revoir.